va, Céline? Ben, ça va. Il est impressionnant, ce baobab. Ah bah oui. C'est beau. Ah là, je galère un peu. C'est dur, hein? C'est dur. Cette espèce s'appelle comment? Adansonia grandidieri. Adansona grandi. Saloperie. Putain. Ouh. C'est très beau, c'est tout ce qui compte. On s'en fout si on a mal. Ah, je commence à fatiguer là. Oh bah là, on est arrivé, hein. Ouais, Courage. c'est bien. Ah, la vue est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Bah, c'est la nature dans toute sa grandeur. On dit qu'ils sont les racines du ciel. Les baobabs sont l'emblème de Madagascar. Ici, ils sont bien alignés. Pour les Malgaches, c'est la plus belle avenue du monde. Elle est bien plus ancienne que nos Champs-Élysées. Le baobab que je viens d'escalader a plus de 1000 ans. Avec moi, Cyril, un botaniste qui n'a pas froid aux yeux. C'est beau. On se sent bien, on se sent apaisé. Ouais. Les baobabs, ils sont si fascinants, si mystérieux, que je leur voue une véritable passion depuis 10 ans maintenant. Ils fascinent les Malgaches. Ils ont nommé cette espèce Rényala, qui signifie la mère de la forêt. C'est beau. Mais ces baobabs de carte postale sont fragilisés. Ce sont les rois de la forêt, mais ils ne peuvent pas vivre seuls. Il y a 50 ans, à peu près, peut-être un peu plus, on avait 5 à 6 fois plus de baobabs et surtout une forêt. Parce que tous ces baobabs étaient au cœur d'une forêt. C'est difficile d'imaginer une forêt ici dessous. En fait, la couronne dans laquelle on est était au sommet de la canopée. Voilà. En fait, Les arbres arrivaient juste dessous? Tout à fait. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est arrivé ici et a cultivé en pratiquant ce que l'on appelle l'agriculture sur brûlis. Ouais. Donc les gens ont brûlé et finalement il ne reste que les baobabs. Voilà. Tu vois Céline, on est dans un environnement totalement dégradé ici, mais je vais t'amener dans des forêts parfaitement préservées dans lesquelles les baobabs vivent en harmonie avec le milieu naturel. Je suis sûre qu'ici, à Madagascar, dans les forêts, on va trouver de l'espoir. La forêt, c'est la clé. Sans elle, pas de vie sur Terre. Partout, nous devons la protéger. C'est l'un de mes combats. À Madagascar, comme partout ailleurs, les meilleures solutions viennent de nous-mêmes. Sur cette île grande comme la France, je vais rencontrer des héros de la forêt. Comme Cyril, le botaniste amoureux des baobabs. C'est unique. Ah là 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 là. J'embarquerai avec lui pour une région inexplorée, accessible seulement par la mer. Un paradis encore intact. C'est dans la forêt que vit l'autre symbole de Madagascar, le lémurien. La protéger, c'est le protéger. Et c'est l'obsession de Jonah, le primatologue. Ensemble, nous partirons dans la jungle. Une mine clandestine y dévore la forêt et menace les lémuriens. Les lémuriens ne peuvent pas vivre sans la forêt. Les lémuriens ont besoin d'arbres. Madagascar est pauvre. On déboise pour survivre. Mais Olivier le parfumeur a eu cette idée géniale. Planter des essences rares pour qu'un arbre debout rapporte plus qu'un arbre mort. Oui, ça sent bon. Ça sent frais, hein. On sent vraiment la plante, là. Ça mérite bien un petit coup de pouce. Je t'ai trouvé les 25 000 €. Ça soulage un peu, hein.
Et puis, il y a Bao, mon coup de cœur. Dans son village, on coupe le bois pour cuisiner et s'éclairer. Mais Bao va déjouer la fatalité. S'aventurer en ville. Découvrir l'électricité. Tu vas te brûler. Et apprendre à installer des panneaux solaires. Comment on va faire? On ne sait ni lire ni écrire. Une fée électricité. Un parfumeur philanthrope. Un homme lémurien. Et un grimpeur de baobab. Ce sont les bons génies de la forêt. Mon voyage commence au sud de Madagascar. Ici, on vit encore au rythme du soleil, du fleuve et des corvées d'eau. Bao et ses amis sont là tous les matins, avec leurs seaux et avec leurs tours de main. L'eau est trouble. Il faut réussir à éviter les impuretés à la surface. Tu vois? On fait comme ça. Ah, c'est pas con ça. Donc ça enlève tout ce qui est là. Parce qu'on voit un film dessus. Oui, c'est ce qu'on essaie d'enlever. Ouais. Yeah. Ah, c'est un début. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Presque. Et après encore. Ok? Non. Non. Vous risquez d'être malade comme des chiens à cause de moi. Vous allez mourir de soif. Oh bah oui, bien sûr. C'est parfait. Oui? Ah, bravo. Oui? Et Bao, vous venez combien de fois à la rivière? Matin, midi et soir. 3 fois. Et vous savez comment on fait, nous, à la maison? Il y a un robinet? Ah bah c'est beaucoup plus facile, hein, d'ouvrir un robinet que de venir 3 fois à la rivière, puiser de l'eau, la faire bouillir pour pouvoir la boire. Je me retrouve ce matin à des années-lumière de ma vie d'occidentale. Ah oui, facile. En bas. Là, c'est bon? Comme les enfants, j'apprends là. 10 litres sur la tête, l'équivalent d'un pack d'eau. C'est plus facile à la maison. Interdiction d'en renverser, sinon c'est retour au fleuve. Ça fait mal. C'est bon? Et c'est là que... Oh, c'est pas mal. Au village, on fait bouillir l'eau. La cuisine se fait au feu de bois. Pas d'électricité. La première ville raccordée est à 6 heures de piste. Pour manger ou s'éclairer, les villageois grignotent la forêt. Et devinez qui s'occupe de la corvée de bois? Les femmes, bien sûr. Un travail encore plus physique. Les amies de Bao sont des poids-plumes, mais elles manient la hache comme n'importe quel bûcheron.
J'imagine qu'il va bien brûler. Parce qu'il est dur. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut qu'elle coupe dans la largeur. C'est bon? Ok. Je suis têtue. Je suis déterminée. Je vais l'avoir, ce bout de Ensemble, on peut. Je renonce à ma hache. Je peux plus, moi. Comme tout le monde au village, Bao est une enfant de la forêt. Cette forêt, nous lui devons tout. Elle nous procure tant. Si on ne l'avait pas près de notre village, nous aurions à marcher pendant des heures. Ici, on trouve du bois, des animaux, tout ce dont on a besoin pour vivre. Notre forêt, c'est notre richesse. On peut même y cueillir les fruits qui y poussent. Personne ne nous en empêche. C'est chez nous. Ce ne sont que quelques fagots, mais jour après jour, la forêt de Bao devient clairsemée et part en fumée. En une génération, Madagascar a perdu 2/3 de ses forêts. Ces images satellites ont été prises au-dessus du village de Bao. Hier, les arbres retenaient l'érosion. Aujourd'hui, les pluies lavent les sols et donnent au fleuve une teinte rouge. Sans sa forêt, la terre saigne. Mais comment convaincre les Malgaches de ne pas déboiser quand 85% d'entre eux n'ont pas encore l'électricité? Au village de Bao, une solution inespérée se dessine. Rassemblement général. Tous les villageois sont convoqués. Une annonce va être faite. Je me demandais depuis le début où étaient passés les hommes. Les voici, assis tranquillement à l'ombre. Les femmes, elles restent à l'écart, sous le soleil. Sauf Bao et ses 3 amis. Aujourd'hui, elles sont au centre des palabres. Votre village a été sélectionné pour être équipé de panneaux solaires. Le WWF formera 4 femmes pour maîtriser l'énergie du soleil. Leurs noms sont Rezé, Bao Tsaran, Vitelerine et Soavotsi. Applaudissons-les très fort. Je vous remercie de nous confier cette mission. Je vous promets que nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. Et que Dieu nous aide dans cette épreuve. Et en plus, on sera filmé. Nous prierons pour que vous nous rameniez à la lumière. Que nos ancêtres soient avec vous. Bao, Rezé, Soavotsi et Vitelerine. 4 femmes choisies par la fée électricité. Leur vie va basculer. Elles, qui ne sont jamais allées à l'école et qui n'ont jamais quitté leur famille, partent demain à 500 km du village. Elles vont apprendre à canaliser l'énergie du soleil. On leur a d'ailleurs trouvé un surnom. On vous appelle les mamies solaires. Pourquoi mamie? En fait, j'ai déjà 2 petits-enfants. Bao, quel âge vous avez? 37 ans. 37 ans. Vous avez combien d'enfants? 6. Moi, j'ai un enfant de 7 ans, un garçon. Toi, tu as quel âge? 46. Et vous avez 6 enfants, moi j'en ai qu'un. C'est 2 vies très différentes.
Quelque chose qu'on a en commun, par contre, c'est que je pars de chez moi assez souvent pour mon travail. Je pars pas pour 5 mois, comme vous allez partir. Mais je pars souvent parce que je travaille, je fais des documentaires, mais je travaille beaucoup dans l'humanitaire pour protéger justement les gens, protéger l'environnement. Donc ça vaut la peine de partir, même si les enfants vont nous manquer. L'une des différences entre nos vies, c'est justement l'électricité. La batterie de ma voiture, un simple autoradio, et la place du village devient une piste de danse. Il est 18h30. Quand la nuit tombe, le village s'éteint. On se promène dans le village, Bao? Oui. Je te suis. Je connais pas le chemin et c'est tout noir. Sensation étrange pour nous dont les villes palpitent 24 heures sur 24. Salama. Même avec ma lampe frontale, je tâtonne un peu. Comment vous faites le soir sans pouvoir voir où vous allez? On ne voit pas où on met les pieds. Je fais comme je peux. J'avance pas à pas. Mais des fois, je me plante. Et bim. Ah, c'est vrai? Moi, je me prendrais tous les photos. Oui, mais parfois, c'est moins drôle. Il y a des bandits qui nous attaquent. Eux, ils ont des torches. Et nous, dans le noir, si on veut fuir, on se cogne partout. On continue de se promener. Là-bas, je vois absolument rien. Je vois que ici avec la frontale. On continue? Il n'est que 19h. La famille de Bao se met à table dans la pièce commune. Le menu ne varie jamais. C'est riz et feuilles écrasées. Ni torche, ni bougie. On mange dans le noir. Sauf ce soir, grâce à notre équipement de tournage. Là, d'habitude, nous sommes déjà couchés. On serait déjà au lit si tu n'étais pas là. Vous en avez pas marre de ne pas avoir de lumière tous les soirs comme ça pour dîner? Bien sûr que j'en ai marre. Nous mangeons dans le noir. Je suis même obligée parfois de toucher le visage de ma fille pour trouver sa bouche. C'est le matin du départ. Bao prend un dernier thé avec ses voisins. Ah, je viens, merci. Bao part pour près de 6 mois. Elle va découvrir la grande ville. Son mari s'occupera seul de leurs 6 enfants. Tu ressens quoi, là, de faire ta valise et partir? Ça me fait tout bizarre. Je suis partagée entre la tristesse de laisser mes enfants pendant des mois et l'excitation de faire cette formation. Donc, triste et excitée en même temps. Qu'est-ce que tu appréhendes de ce voyage? Ce qui me fait peur, c'est d'être une étrangère dans une ville que je ne connais pas. Mais bon, j'ai confiance. T'as envie de l'emmener, la petite? On va la mettre dans la valise. Mais je ne pourrai pas, ma chérie, là-bas. On sera comme des étrangères. Bao, la courageuse. Depuis toujours, elle se tient debout, comme les arbres. Comme son arbre fétiche,
qui donne de l'ombre à sa maison et la protège. Mon arbre préféré, c'est ce margousier. Je penserai à lui quand mes enfants me manqueront. J'aime venir me réfugier avec eux sous son ombre et profiter de la fraîcheur. Je veux le sauver, lui et les arbres qui nous entourent, parce que mes parents, nos aïeux, ils nous les ont laissés. Alors nous devons nous aussi faire en sorte qu'ils restent debout pour nos enfants. Ça y est, l'aventure a commencé. Tout le village compte sur Bao et les 3 autres mamies solaires. Elles doivent revenir avec la lumière. Mais cela passe par un grand saut dans l'inconnu. Les mamies solaires vont se confronter à la grande ville et voyager pour la première fois dans ce pays qui est le leur. Madagascar est comme une arche de Noé géante qui se serait détachée de l'Afrique il y a 120 millions d'années. Et c'est en forêt que la nature est la plus surprenante. Les arbres même ont des allures fantastiques. On croise des reptiles quasi préhistoriques et une multitude d'insectes. L'île est une exception sur la planète. 4 espèces sur 5, animales ou végétales, n'existent nulle part ailleurs. C'est le cas du lémurien. Après le baobab, c'est l'autre emblème de Madagascar. Et il a son ange gardien, Jonah, le primatologue. Il m'accueille dans une réserve naturelle. Il est beau, hein? Bon, voilà, cette espèce, c'est le propithèque couronné. Oui. Quand il se déplace, il saute. Oui. Parce que les membres postérieurs sont plus longs que les membres antérieurs. Il est obligé de se déplacer donc en sautant. Le propithèque couronné est l'un des plus grands lémuriens. Il est sacré pour les Malgaches, qui y voient la réincarnation de leurs ancêtres. Les lémuriens sont une grande famille, avec plus de 100 espèces différentes. Donc cette espèce, elle s'appelle comment? Cette espèce, elle s'appelle lémur kata, lémur à queue annelée. Chez les makikata, ce sont les femelles qui font la loi. Les aï-aï ont des oreilles de chauve-souris. Le microcèbe, lui, ne pèse qu'une 30aine de grammes, record du monde pour un primate. Celui-ci n'a pas encore de nom. C'est Jonah qui l'a découvert il y a 5 ans. Jonah a consacré sa vie aux lémuriens. Il les reconnaît tous au premier coup d'œil, et mieux, il parle leur langue. Très très lent. Et est-ce que vous savez imiter le son des lémuriens? Bien sûr que oui. Les différentes espèces de lémuriens ont différents cris. Le vari noir et blanc, quand il crie vraiment très très fort. Et ça, on peut attendre même à 3 km. Et puis, le indri, il peut crier aussi très très fort. C'est pour dire que voilà donc notre territoire. Et puis, il y a des espèces, comme par exemple, pas les murs bambou, comme le petit chat. Les petits microcèbes, le petit lémurien, le plus petit, il crie comme les insectes. Des fois, on n'arrive pas à faire la distinction entre un insecte. Ça, c'est le vari noir et blanc, par exemple. Ça, c'est le vari. Oui. Là, on dirait qu'il se chamaille. Oui. Il sera là, juste près du bambou. C'est très très joli comme les petits chats. Vraiment, c'est très très joli. Moi, je les aime beaucoup. Hein. J'aime tous les lémuriens, mais je préfère cette espèce.
J'ai étudié, j'ai suivi cette espèce pour connaître leurs secrets pendant plusieurs années. Et pourquoi cette espèce en particulier? Parce que c'est l'espèce le plus mangeur de fruits. C'est-à-dire, il aide, cette espèce aide pour que la forêt se régénère. Donc, il effectue un service très très important pour la régénération de la forêt. Planter un arbre par les voies naturelles. Le cycle de la forêt passe par le lémurien. En mangeant les fruits, il disperse les graines. Les lémuriens rendent un grand service que nous, les humains, ne peuvent pas faire dans la nature. Imagine un peu combien de millions de dollars nous dépensons actuellement pour la réforestation. Mais les lémuriens ont fait ça depuis plusieurs millions d'années gratuitement. Sauver le lémurien, c'est sauver l'être humain. Exactement. Plusieurs espèces de lémuriens ont déjà disparu. Pour sauver les autres, il faut sauver la forêt. C'est le principe de cette petite réserve. Quelques bosquets seulement, avec des cultures tout autour. C'est peu, mais suffisant pour donner un abri. À découvert, les lémuriens seraient vulnérables. On les chasse pour leur viande. On a du mal à penser qu'on pourrait faire du mal à un animal comme ça. Je ne peux pas croire pourquoi les gens arrivent à tuer ces animaux. Ce sont nos joyaux, ce sont notre richesse, notre fierté. Ils sont comme nous, les humains. Ils veulent vivre. Et ils luttent. Et ils ont besoin d'aide. Nous sommes votre avocat. Ah oui, mais je pense qu'ils le savent. Ils savent. Ouais. Le lémurien est un de nos très lointains cousins. Jonah a décidé de tout faire pour le sauver. Dans quelques jours, je vais partir avec lui pour une expédition à haut risque. Dans le nord de Madagascar, c'est la ruée vers le saphir. Une mine clandestine dévore la forêt. Les lémuriens sont les victimes indirectes de cette pierre précieuse. Les lémuriens ne peuvent pas vivre sans la forêt. Les lémuriens ont besoin d'arbres. Pour l'instant, c'est un miracle de la nature qui m'attend. La carte indique 100 km au sud. Mais à Madagascar, les distances se comptent en heures. C'est la troisième là. C'est pas comme ma voiture, hein? Ici, le goudron est un luxe. À peine une route sur 10. On se calme, on se calme. Oh, vous inquiétez pas, on va arriver à bon temps. Sur ces pistes défoncées, le moindre trajet tourne à l'aventure. Et le meilleur véhicule, quoique le plus lent, c'est le char à zébu. Après 10 heures de piste, nous butons sur un obstacle de taille. Le Mangoki, le plus grand fleuve du pays. Sur la rive, j'ai rendez-vous avec Cyril, le grimpeur de baobab. Alors ici, tu sais que ça s'appelle Bevoy. Et Bevoy, ça signifie beaucoup de crocodiles. Alors je ne vais pas tomber à l'eau, d'abord. C'est quand même assez basique hein, pour le passage. Hein. Ça fonctionne, c'est ce qui compte. Clouer quelques planches sur des pirogues, ajouter une cabine de camion avec son moteur, et vous avez un bac pour traverser le fleuve. Tu as vu le circuit de refroidissement? J'espère que c'est efficace. Il y a des cuites, hein? Il y a les petites cuites. Il y en a là aussi des cuites. Attention aux fumées de gasoil. Mais comme dirait Cyril, ça fonctionne.
Nous entrons sur le plateau Mahafal, un paysage unique parsemé de baobabs. C'est Cyril qui l'a identifié le premier. Cyril, Oui. comment tu avais repéré les gros baobabs ici? Alors en fait, on en connaissait déjà quelques-uns, ceux le long de la piste. Et en regardant sur les images satellites, je me suis rendu compte qu'il y en avait des milliers. C'est un patrimoine extraordinaire qui était relativement méconnu et qu'on commence simplement à étudier. Le baobab a beaucoup de choses à nous apprendre, peut-être parce qu'il vit si longtemps. À 100 ans, il reste jeune. 1000 ans est pour lui un âge banal. Le doyen de l'espèce en a 3000. Cyril a voué sa vie à l'étude de ces arbres vénérables. Il parcourt Madagascar pour les recenser. Et il a fait cette découverte étonnante. Le baobab sauve des vies. Ce géant a un secret caché sous son écorce. Alors je me rappelle de ce passage, il y a beaucoup de boue ici. Tout droit. Et il y a une déviation normalement pour éviter une mare. Tu vois, il y a des branchages là-bas. C'est tout droit. Vas-y. Une énième crevaison. Et on repart. Allez, c'est l'aventure. Un orage a rempli les points d'eau des environs. Comme ici, au village d'Amputaka. Donc ça, c'est l'eau pour tout le village, pour boire, pour faire la cuisine. C'est la seule eau disponible dans la région. Oh! C'est de la boue. Les animaux viennent se désaltérer ici aussi. Donc au niveau sanitaire, bon, tu comprends, hein, c'est un peu extrême. Et tu vois, regarde les gens, ben voilà, c'est leur quotidien. Bah, j'imagine que nous, si on la boit, on est malade de suite. Je suis certain. Mais pour eux, c'est leur seule source d'eau. Et on est loin de tout ici, hein, donc c'est-à-dire pour acheminer de l'eau, c'est compliqué. Je m'en suis rendu compte sur le chemin qu'on était loin de tout. On a mis 12 heures pour arriver. C'est la fin de la saison des pluies. L'eau des mares va s'évaporer. Comment faire pour la stocker? Comment survivre à la saison sèche? La solution a un tronc massif et des branches torturées. Cela s'appelle un baobab. Seigneur, notre Créateur, nous vous implorons de pouvoir toucher à ce baobab. Nous voulons en faire un baobab citerne, comme l'ont fait nos ancêtres, et comme nos descendants le feront. Un baobab citerne, comme un château d'eau naturel. Avant de le construire, ou plutôt de le creuser, il faut faire des offrandes au baobab. On sacrifie un poulet. On arrose de rhum. Puis, on monte l'échafaudage. Le principe, c'est d'évider le baobab, laisser quand même un petit peu de... Ah, tu le vider carrément? Ah oui, oui. Oh, mais c'est énorme, hein. C'est une grosse plaie en fait. Oui, c'est ça, mais alors il va cicatriser. Il lui faut 6 mois, 1 an pour cicatriser. Ouais. Et après, il régénère et après, il vit normalement, quoi. C'est quand même incroyable, hein. C'est unique dans le monde végétal. La bouche de la future citerne est placée à 4 mètres du sol pour avoir plus de hauteur d'eau à l'intérieur.
Ça, c'est la fibre du baobab. C'est beau, hein? Ouais, super. Je t'invite à croquer dedans, tu vois. Allez, donc. Mâche-le un peu. C'est plein d'eau. C'est un peu noix de coco. Le goût est pas mauvais. Regarde, les motifs sont extraordinaires. Regarde ici, on dirait une forêt de baobab, ce motif. Magnifique. Hein. Ouais. Ça beau, se trouve, ça donne la vie éternelle. Ah, faut pas le dire trop fort. Hein. En tout cas, si on a soif, ça donne un petit... ça désaltère un petit peu quand même. Hein. Plus loin, un autre baobab déjà creusé et vidé a presque fini de cicatriser. C'est assez incroyable cet arbre. La lucarne a juste la bonne taille. C'est comme l'escalade. Petite, pour retenir l'évaporation. Ah, mais c'est incroyable! N'est-ce pas? Tout ça, ouais, on dirait une caverne. Mais assez grande pour qu'on s'y faufile. Ça, c'est un grand écart. Bravo! Waouh! Oh, dis donc, c'est tout dur en bas. Ah, j'arrive. Ça y est. Oh, c'est pas la première fois que je rentre dans une citerne. Hop! Et c'est vrai que c'est très surprenant à l'intérieur. On se dit qu'on creuse dans un arbre ou on creuse dans une plante, elle va mourir. Alors pourquoi le baobab, il meurt pas? Quand on t'enlève de la peau, qu'est-ce qui se passe? Ton corps va naturellement régénérer une partie, si c'est pas une plaie trop importante, de cette peau. C'est la même chose avec le baobab, mais avec des niveaux de régénération extrêmes. C'est pour ça qu'il est capable, sur de telles surfaces, de régénérer une écorce complète. Cyril a compté les baobabs citernes autour d'Amputaka. Salama. Les villageois en ont creusé 220. Et voici l'eau précieuse stockée là depuis près d'1 an. Comment vous avez découvert que vous pouvez mettre l'eau à l'intérieur du baobab? On a essayé sur un premier baobab, et quand on a vu que ça marchait, que le baobab ne mourait pas, on a continué à en creuser d'autres. Est-ce que ce baobab contient suffisamment d'eau pour tenir toute la saison sèche? Un baobab peut nous suffire 1 mois. Mais si la famille est nombreuse, il nous faut d'autres arbres pour stocker l'eau. Petit miracle supplémentaire, l'eau s'est purifiée au cœur de l'arbre. Elle est claire, hein, l'eau? L'eau est vraiment claire. Oui, comparée à la mare. Oui. Elle a eu le temps de décanter, tu vois, elle est parfaitement claire. Et c'est quoi ces feuilles? Alors ces branchages, c'est pour éviter l'évaporation dans les seaux. Ouais. Parce qu'il y a quand même 3 ou 4 km de marche jusqu'au village. Et avec le soleil, une partie de l'eau pourrait s'évaporer. Ah, c'est vraiment la survie, chaque goutte compte. Oh, je vais m'en mettre une par terre. Ça devrait aller. Elle m'a vue. Et ça leur permet de vivre ici. C'est même, de stocker je l'eau. dirais, sans ces baobabs citernes, les gens seraient partis depuis longtemps. Donc l'arbre permet à l'homme de vivre. Il lui permet de survivre même, quand même, parce que c'est des conditions de vie assez difficiles. À Madagascar, les arbres sont là quand il n'y a rien. Nous pouvons compter sur eux. Les mamies solaires continuent leur route. Après 2 jours de pistes défoncées, elles ont rejoint les grands axes. Elles traversent maintenant les hauts plateaux, à plus de 1000 mètres d'altitude. Les voici à Antsirabe. Ici, il gèle la nuit. C'est 30 degrés de moins que chez elles. Et surtout, avec 200 000 habitants, c'est une grande ville. La première de leur vie.
Regarde ces grandes maisons. On n'a pas ça chez nous. Oui, il faudra faire attention. C'est la première fois que je vois une ville comme ça, si grande. Si on doit marcher dans la rue, j'aurais trop peur avec toutes ces voitures. Et il y a une voiture. Il y a trop d'embouteillages. On ne sait pas quand il faut y aller. Il allait nous rouler dessus avec sa moto. D'une jungle à l'autre, la ville a ses dangers, mais aussi ses charmes. C'est combien? 8 000. 8 000? C'est cher. Si vous en prenez un chacune, je baisserai le prix. Comme ça, vous serez toutes les 4 assorties. Avec ce climat de montagne, c'est comme si Bao et ses amis étaient passés de l'été à l'hiver. Vous voulez quoi au juste? On veut des habits chauds parce qu'on a froid. Choisissez ce qui vous plaît. Heureusement, les mamies solaires ont leur accompagnateur. Il va veiller sur elles jusqu'à la fin de leur formation. Az, j'aime bien celui-là. Marchande pour moi. Je veux l'acheter. Pour 75, je vous vends celui-là. D'accord. Donne-moi un sac, s'il te plaît. Jusqu'ici, Bao et ses amis ont dormi chez l'habitant. Pour cette étape, une surprise les attend. Prenez chacune vos affaires. Voici l'hôtel où on va passer la nuit. Ok, Vous trouvez ça comment? bien. On va rentrer là-dedans? Oui, et on va s'y reposer. Ça me fait peur. C'est haut. Bao, Soa, Vitellérine et Rézé n'avaient jamais expérimenté la notion d'étage. J'ai les jambes coupées. L'hôtel offre ces choses simples et magiques. Voilà, c'est votre chambre. Électricité et eau courante. Là-bas, il y a une salle de bain, avec de l'eau chaude si vous voulez vous détendre. Là, il y a la télé. Si vous voulez la regarder, il faut appuyer sur ce bouton un peu fort. C'est pareil pour l'éteindre. Venez par ici, je vais vous montrer comment on utilise la salle de bain. D'accord. Avant d'entrer, on allume la lumière avec ce bouton. Pour prendre une douche, on fait couler l'eau en ouvrant par ici. De ce côté-là, c'est de l'eau chaude, et de l'autre, de l'eau froide. Et pour arrêter, on appuie juste doucement. Ah, d'accord. Pour faire vos besoins, il faut vous asseoir. Quand c'est fini, tirez cette tige et l'eau évacuera tout. C'est simple. On tire quoi? Ce truc-là au-dessus de la cuvette, c'est très facile. Ah oui. Je vous laisse vous débrouiller toute seule. D'accord. Bonne nuit. Merci. Et à demain. C'est génial de voir des trucs venus de l'étranger. Les étrangers savent faire de belles choses. On ne rivalise pas avec leurs histoires. Oui, c'est trop beau. C'est amusant de voir ça. Et pour éteindre, vous vous rappelez comment? Il nous a montré tout à l'heure.
Allume de ton côté. Tu vas te brûler. Essaye d'éteindre. Le centre de formation n'est plus très loin. C'est là que les mamies solaires vont vivre les 6 prochains mois. On approche. Il a l'air de faire super froid. Mon Dieu, on va jamais s'y faire. Je mettrai mon pantalon. Au pire, on prendra nos couvertures. On est si loin de chez nous, là. Oui, on est bien loin de nos familles. Mais maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Nous l'avons promis. On va y arriver. Terminus. Et mauvaise surprise. Mais c'est toujours en construction. Même la cour n'est pas aménagée. Il y a encore plein d'ouvriers. On dirait que le béton est tout frais. C'est pas du tout fini. Les travaux ont pris du retard. Mais il ne manque plus grand-chose pour que les cours commencent. Ah, voilà les formatrices. Les formatrices sont d'anciennes élèves, comme Yolande. Bonjour, bienvenue. C'est la salle où nous ferons la formation. Il y a de la place. C'est ici que vous allez apprendre à maîtriser l'énergie solaire, la lumière. Ce livre contient tout ce que vous devez apprendre. Un livre. Ces femmes n'en avaient jamais eu en main. Mais comment on va faire? On ne sait ni lire ni écrire. Mais non, ne t'inquiète pas. C'est pas un problème. J'étais comme vous avant. Je n'étais jamais allée à l'école, elle non plus. Là, par exemple, c'est un panneau. Et ça, c'est une batterie. Si vous réussissez ici, vous y arriverez au village. Et là, vous verrez comment ça vous change la vie d'avoir de la lumière. Nous, quand on est parti du village, on nous a dit « Mais vous allez mourir là-bas ». Mon fils, lui, il y croyait. Il disait « Ma mère, elle nous ramènera l'électricité ». Alors que dans le village, il se moquait. « Non, mais une femme ramener de l'électricité, c'est une blague !» Eh bien, quelques mois après, je suis revenue et j'ai ramené la lumière au village. Combat pour la lumière, combat pour la forêt. Cette formation est aussi un combat pour les femmes. Bao et ses 3 amis ont 6 mois pour relever le défi. De mon côté, je continue d'explorer le pays des géants. Après le baobab château d'eau, Cyril veut me montrer le dernier roi des baobabs. À 1 heure de marche, le voici. Ou ce qu'il en reste. C'était le plus gros de tout Madagascar. Ce baobab, on est venu le voir il y a 1 an et demi. Il avait été foudroyé et il avait perdu la moitié de ses branches. C'est incroyable de voir ce baobab couché comme ça, mort. Ce baobab avait 1500 ans et tu vois finalement, il va disparaître rapidement parce que tout est vivant, c'est de la fibre. Et tu reviens dans 3 ans ici, même dans 2 ans peut-être, il aura complètement disparu. On se sent petit à côté.
Tu trouves pas qu'on dirait un éléphant? Oui, complètement. Les formes, la texture de l'écorce. Ça te fait quoi, toi, de le voir comme ça? Ça m'émeut, évidemment, parce que je le connaissais en plus. C'est triste, mais en même temps, c'est la vie. Mais effectivement, c'est pas n'importe quel baobab. Voilà. S'il y en a bien un dont la mort me touche, c'est celui-ci. Je pense que c'est l'une des plantes les plus exceptionnelles qui a existé. Pourquoi? Sur toute la planète. Tu connais beaucoup d'êtres vivants capables de survivre comme ça à 1500 ans avec une telle force, une telle puissance. C'est pour ça qu'effectivement, c'est difficile d'en prendre conscience, mais on est vraiment devant un être exceptionnel qui vient de disparaître. C'est quand même 1500 ans qu'il se retrouve ici à terre. Le roi des baobabs est mort de sa belle mort. Ailleurs sur l'île, d'autres sont fauchés en pleine jeunesse. On brûle la forêt autour d'eux pour cultiver. Avec leur nature fibreuse, ils résistent au feu. Mais ensuite, ils ne résistent pas longtemps à la solitude, dans les rizières. Les chercheurs ne l'expliquent pas, mais les baobabs isolés finissent par mourir. Pourtant, ces géants pacifiques seraient un atout pour Madagascar. Surtout les plus vieux, les plus massifs, qui attirent les touristes. Depuis que la foudre a frappé le roi des baobabs, sa couronne est à prendre. Quel est aujourd'hui le plus gros de Madagascar? Ces villageois prétendent que c'est le leur. Il est fantastique, quoi. C'est incroyable. Waouh, il est immense! Mais c'est incroyable. Ça fait 10 ans que je cherche les baobabs dans Madagascar, que je les étudie. Et celui-ci, il est tout bonnement exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à dire, là. C'est tellement impressionnant. Donc je te propose de le mesurer. Hein. Officiellement, on va le mesurer donc à hauteur de poitrine. C'est comme ça qu'on fait, nous, scientifiques. Je vais tenir le bout du ruban mètre et tu vas faire le tour avec, d'accord? À hauteur de poitrine. Hein. C'est bon? Ouais. Il y a un record à battre. Les araignées. Le dernier roi des baobabs faisait 27,30 mètres de tour de taille. Alors? T'es à combien, là? 23. 24. Ah, 23, ça commence à devenir intéressant. 24, 25. 25 mètres. 26. 27. Je pense qu'on a affaire... 28. C'est génial. Vas-y, continue. Alors c'est... À toi l'honneur. Tout bonnement incroyable. Il mesure 28 mètres 82. C'est gigantesque. 1,50 m de plus que celui qui est mort et qu'on a vu tout à l'heure. Celui-là est donc maintenant le plus gros baobab de Madagascar. Bravo. Sarabé, vous avez le plus gros baobab de Madagascar connu. On savait qu'il était sûrement le plus grand de la région, mais on ne s'imaginait pas qu'il serait le plus grand de Madagascar. Nous sommes contents que vous soyez venus le mesurer. Venez, on va mesurer tous avec les mains le baobab, faire le tour. Mais il faut faire le tour. Ça va arriver. Avec ce phénomène de la nature, le village peut espérer des visiteurs. Ça va, Céline? Ouais, ça va, mais vous tirez pas trop, hein. On est combien, là? On doit être une bonne vingtaine. Oh, dis donc. Mais il faut espérer que cette chaîne humaine le protégera plus que le précédent. Ben, on va faire tout le possible. Longue vie au géant. Il ne lui manque plus qu'un nom pour entrer dans la légende.
Cap au nord. J'ai retrouvé Jonah, le gardien des Lémuriens. Nous partons sur le front de la déforestation, là où les arbres meurent, pour quelques saphirs de plus. Donc là, Jonah, la mine où on va, c'est une mine de saphir? Oui, oui. Et comment vous avez su qu'elle était là? J'ai entendu des gens qui ont beaucoup parlé de cette mine. Ouais. Donc vraiment, on dirait qu'il y a vraiment une grande exploitation. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont là et moi je voudrais donc voir sur place parce que là à côté il y a de la forêt et la forêt est vraiment en danger. Il y a des lémuriens. Donc moi je voudrais bien voir tout ce qui se passe sur place. Pour l'instant, la piste est praticable, mais ça ne devrait pas durer. La moto est le meilleur moyen d'avancer. Notre drôle de caravane transporte équipements et vivres. De quoi rester autonome pendant une semaine. Une expédition qui tient la route? Ou presque. On est passé. Mais même le meilleur pilote ne peut pas tout. Ah oui. C'est la fin de la route, là. C'est la fin de la route. Il faut traverser le pont. D'accord. Je vais pas tomber à l'eau. Fais attention. Nous voici à Ambaton-Drazaka. C'est le dernier village avant la mine clandestine. Ici, tout le monde profite de la ruée vers le saphir. Pour recruter des porteurs, il faut passer par Manitra. Un subtil mélange entre épicier, maire et shérif. On a 5 porteurs. Ça ira pour vos bagages? Est-ce que ça va pour les bagages? Manitra a plusieurs casquettes. Et il sait compter. On va faire le total. Pour les porteurs, le riz, les conserves, 15 000 arriari, plus 3 600 arriari. Curieux. Sur l'addition entre le riz et les sardines, Manitra nous a ajouté 2 gendarmes. Il y a des gendarmes qui nous accompagnent. Est-ce que c'est dangereux? On a besoin des gendarmes pour notre sécurité. Et il y a eu un problème dans le passé? Un problème dans le passé? Oui. Juste l'étranger ici. Oui, mais pas pour les étrangers comme vous. Oui. Juste pour les mineurs qui ont trouvé du saphir, qui ont des pierres. Ils se font attaquer par des voleurs. Voici notre escorte qui arrive à son rythme. C'est vous qui nous accompagnez? Oui. On a combien de kilomètres à pied pour arriver à la mine? 30. 30 kilomètres? À peu près 25. Et ça prend combien de temps? Combien d'heures? Ça dépend de la personne. Quelqu'un d'habitué le fait en 4 heures. 4 heures de marche? 6 heures. Enfin peut-être 8. Alors 4, 6 ou 8 heures? Impossible de vérifier sur une carte. La mine n'apparaît nulle part. La forêt des saphirs est une forêt primaire. Un espace intact
qui avaient jusque-là échappé à la main de l'homme. C'est l'habitat idéal des lémuriens, et notamment des plus grands d'entre eux, les Indris. À Madagascar, ils sont sacrés. Leur silhouette a quelque chose d'humain. Ils peuplent les légendes. Jonah a grandi avec cette histoire. Autrefois, 2 frères vivaient ensemble dans la forêt. Un jour, l'un d'entre eux s'en alla cultiver la terre. Il devint le premier être humain. L'autre, resté dans la forêt, devint le premier Indri. Depuis, les Indris chantent, peut-être pour supplier leurs frères perdus d'épargner la forêt. Nous progressons vers le nord. Faites attention. Soudain, une clairière. C'est un campement illégal. Ah, on sent encore le feu qui brûle, donc ils sont partis il n'y a pas longtemps. Bon, regarde, ici. Et... Là, il y a une vraie tente. Une vraie tente. Ce qui veut dire que vraiment, ils sont vraiment prêts à s'installer ici. Oui, c'est pas un campement temporaire, c'est quelques mois. Ils restent ici pendant des mois. Ici, ce n'est pas le saphir qu'on cherche, mais l'or. Il y en a aussi dans la région et dans le lit de cette rivière. Voici les coupelles des orpailleurs. Ils ont pris la fuite, nous prenant peut-être pour un détachement de l'armée. C'est énorme quand même ce site. Justement, c'est énorme parce que regarde, ça c'est peut-être 50 mètres de large sur presque 100 mètres de long. Et il y a des arbres précieux qu'ils ont abattus pour faire ce campement. Et une fois qu'il y a cette destruction, les arbres ne reviennent pas? Les arbres ne reviennent jamais. Une fois détruits, c'est fini. La forêt primaire ne repousse pas. En tout cas, pas à l'identique. Nous reprenons notre marche. Cela fait déjà plus de 8 heures que nous sommes partis. On est encore loin de la mine? C'est par là. C'est encore un peu loin. Ça veut dire quoi ça? Donc là où on va aller, donc c'est toujours là. C'est toujours là, ça veut dire quoi exactement? Parce que là, moi je vois des arbres. Non, c'est ce que dit dire, c'est juste là. Donc il faut descendre, remonter, oui, redescendre, et normalement elle est là. On n'a plus qu'à descendre, hein. Ça veut dire non. Non, en fait, il a expliqué généralement. Ouais. On va descendre maintenant, et puis on remonte avant d'arriver, c'est ça? Il faut traverser la rivière. Ah non, ne parle pas à Céline de la rivière. Maintenant, on descend et on ne remonte plus pour arriver à la mine. D'accord. On descend, on remonte plus. On ne remonte plus. Allez, go! Ouais, mais moi j'y crois plus là. Non. On nous dit 4 femmes à chaque fois qu'on demande. Oui, 4. Oh, mais attends, c'était 4 il y a 2 heures.
Pour éviter d'être surpris par la nuit, nous rebroussons chemin. Retour au campement des orpailleurs. Pour les amadoués, nous réparons leurs panneaux solaires. Ah, c'est pour la radio? Je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends. Merci. Avec plaisir. Yeah. Nous allons passer la nuit dans cette clairière. Les chercheurs d'or ont compris que nous ne leur voulions aucun mal. Au petit matin, je suis réveillée par des cris étranges. C'est les Indris, ça? Vraiment, c'est des Indris. Ils chantent. Vous entendez? Et c'est normalement à ce moment de la journée qu'ils commencent à appeler comme ça? Ils commencent à crier tôt le matin. Ouais. Pour dire que nous sommes ici, c'est notre territoire. C'est un cri territorial. Donc ils chantent très très haut. Et ce cri comme ça pourrait être dans les 3 km d'ici. On les entend vraiment bien là. Oui. Mais il y a des intonations. Il y a. C'est un cri comme cœur de la forêt. Donc pour moi, comment on peut imaginer que ce cri, on n'entend plus? C'est un indicateur. Si les Indris sont encore ici, les Indris sont encore ici, cela veut dire qu'il y a encore de la chance. S'ils ne sont plus ici, ça veut dire que la forêt n'est plus là. La forêt n'est plus là. Écoute, voilà. Vous voyez ici. C'est reparti. Nous remontons la rivière. Juste avant, la rivière était claire. Et là, maintenant, elle est complètement pleine de boue. Pleine de boue, exactement. Et alors que c'est l'eau que les gens boivent et c'est pas du tout bon pour la santé. Hein. Cette eau trouble vient sûrement de la mine de saphir. Nous approchons. Et sur la colline suivante, des maisons de fortune, une rue et même des magasins. Il y a de tout, sardines, bananes, poissons, bonbons. Ah, dis donc, il y a des œufs et tout. Hein. Oui, vraiment, c'est une vraie ville. Il y a le quartier résidentiel et puis après, il y a le quartier de travail là-bas. Le quartier de travail, oui, justement. Donc ça, c'est le petit village résidentiel. Oui. Bon, ben là, puisque on n'a pas trop eu idée
d'où est la mine par rapport au village, on va dire. Oui. On va lancer le drone pour avoir vraiment un aperçu du ciel. D'accord, oui. C'est parti. Du ciel, la mine se devine tout de suite. Les plus grands arbres ont été coupés. Ne reste que des buissons et un large couloir de fouilles. On voit bien la forêt tout autour, hein, oui, qui existe encore. Et toute cette partie-là déboisée. Déboisée. Notre drone pousse plus loin. Ah ouais, là c'est quand même immense. Hein. C'est une fourmilière humaine. Le filon attire les mineurs par milliers. La destruction que nous voyons ici maintenant, c'est irréversible. Une fois qu'on ne peut plus même restaurer donc, cette partie-là, là où il y a la mine. Le premier saphir a été découvert il y a 5 ans. Aujourd'hui, la saignée est profonde. Les Indris ne peuvent plus aller et venir. Ils se retrouvent à l'étroit, dans des poches de forêt. Pour ces populations, il y a moins de fruits à se partager et un risque de consanguinité. Mais les mineurs ont la tête ailleurs. La mine leur donne de l'espoir. Hier, ils étaient paysans. Cette terre qui ne nourrissait pas leur famille, ils l'éventrent aujourd'hui pour chercher le saphir. Est-ce que vous avez trouvé assez de saphir pour vivre? Pour le moment, ça ne me permet pas d'en vivre. J'ai gagné un peu d'argent, mais j'espère bien trouver un gros saphir pour rentrer chez moi. Et puis ça dépend des tarifs. Une fois, j'ai pu en tirer 1 million d'ariari, mais souvent c'est 200 000 seulement. Ça fait combien? 200 000 arrières, c'est-à-dire c'est qu'on partage après équitablement entre combien ils sont ici. Ils sont 1, 2, 3, 4, peut-être 10 personnes. À New York ou Paris, les saphirs se revendront 1000 fois plus cher. Mais pour ces pauvres parmi les pauvres, quelques dizaines d'euros suffisent à faire la différence. Il y a peut-être du saphir là-dedans. Si je trouvais le plus gros saphir au monde, j'irais le vendre pour avoir de l'argent. Je mettrais ma famille en sécurité, j'enverrais mes enfants à l'école pour leur donner une bonne éducation. Ces mineurs improvisés pensent d'abord à leur famille. Nous ferions la même chose à leur place. Nous avons un proverbe malgache qui dit « un estomac vide n'a pas d'oreille ». Tant que les gens sont pauvres, ne trouvent pas quoi manger, il va détruire la forêt. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et les solutions existent. Une des solutions, c'est peut-être de donner tout son prix à une forêt intacte. Pour qu'elle rapporte aux hommes autant qu'une mine de saphir. C'est une idée simple, mais qui peut tout changer. Et il y a quelqu'un à Madagascar qui a commencé à l'appliquer. Un Français qui habite le long de la voie ferrée, dans le nord-est de l'île. Par ici, les trains ne doivent pas trop le déranger. Là, en marchant sur les rails, on a l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones, non? Exactement. J'ai parlé trop vite.
Nous approchons. Ah oui, top. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue à Bouillman. Ah, vraiment contente de vous rencontrer là. Moi de même, ouais, super. C'est pas C'est trop beau. dur. Ah non, ça va. Et puis là, en passant le portail, on a l'impression de rentrer dans une espèce de, je sais pas, petit paradis. J'espère que c'est un peu ça le but. Ici, on travaille beaucoup. L'idée, c'est de travailler beaucoup avec les gens ici. Ce paradis n'est pas un jardin, mais une forêt. 1600 hectares, dont Olivier a obtenu la concession pour 20 ans. Olivier vit pour les arbres et dans les arbres. Je laisse reposer. Merci. Bienvenue, Rino. Ah ouais, dis donc. Ah bah c'est un super salon, hein. Ah bah, moi, je dors là. La belle vue, c'est vrai? Parce que j'adore ça, me réveiller le matin avec la forêt devant les yeux. Bah ça se compare pas à la vie de tous les jours de la plupart des gens. Hein. Bah, tu as envie de partager ça, tu vois, quand tu arrives ici, tu te retrouves, tu respires. Et en plus, tu vois, il y a urgence pour protéger ça. Donc, puisqu'il y a des pressions de partout, donc il faut être capable de dire, non mais ça c'est un trésor mondial ce truc-là, tu vois, il faut le protéger. Ouais. À son arrivée, la terre était en friche. Depuis, Olivier s'est entouré d'une forêt. Il a planté 400 000 arbres en 20 ans. Avec cette idée fertile, un arbre debout rapporte plus à toute la communauté qu'un arbre abattu. La réserve d'Olivier a quelque chose de magique. Quand j'ai découvert le site, et j'ai vu une petite plaque de béton là-haut, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, qui était très ancienne. Je me suis dit, tiens, je vais descendre là. Et en fait, en descendant rappel, voilà ce que je découvre. Tu vois, tu as l'impression d'être dans la jungle. Oui. Tu es au milieu de la jungle. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah ouais, dis donc. Tu vois le truc? Le chemin de fer date de 1905, ici. Et en fait, en 1905, ils n'avaient pas les capacités de faire des grands ponts. Donc ils passaient le long de la ligne de crête ici. Et ça a plus de 100 ans. C'est vraiment un témoignage de l'histoire de l'homme. Hein, ouais. Et aussi de comment la nature reprend ses droits. L'arbre qui est en train de repousser par-dessus. Qui voit tout. Hein. C'est beau quand même. Et ça a plus de 100 ans. Allez, viens voir. Regarde ça. Cette plante, on dirait, c'est la gardienne du tunnel. Exactement. Qui demande le droit de passage pour le découvrir. C'est hallucinant quand même. La nature nous survivra. À Madagascar, la nature est puissante et son talent d'invention semble inépuisable. Prenez les caméléons par exemple. Il en existe 150 espèces dans le monde. La moitié ne se trouve qu'à Madagascar. Regarde cet œil, c'est fou. Ah, il est trop beau. On dirait vraiment un animal préhistorique. Ah bah carrément. Papillons de nuit camouflage, mantes religieuses acrobates, araignées à fil de soie dorée, et même cet étonnant... Waouh. Scarabée girafe. Ah, il est beau comme tout là. Il a un vraiment long cou. Hein. À fond, tu vois, la tête, c'est tout petit au bout de son long cou. Ça fait du bien de se laisser surprendre. Ici, la vie est exubérante. Et Olivier en tire parti. C'est une plante médicinale qui est très utilisée pour les problèmes d'estomac. Ah bon? Vas-y, goûte. Je me suis toujours demandé si ça se mangeait. Ça se mange.
Dans ce petit paradis, Olivier a réintroduit 150 essences différentes. Aloe vera, citronnelle. Ah, ça sent bon en plus. Allez, pas de moustiques. De l'eucalyptus. Dans cette forêt, on trouve donc les médicaments d'aujourd'hui et de demain. Cette petite plante, c'est Drosera madagascariensis. C'est une petite plante carnivore. Et ça sert à faire des sirops contre la toux en Europe. Et ça, c'est exporté d'ici. C'est cette partie carnivore de la plante qui sert ou c'est toute la plante. Ouais. Oui, ça se fait au niveau industriel, hein, vraiment dans l'industrie pharmaceutique, ouais. si tu veux. Et ils extraient les molécules pour faire des sirops contre la toux. C'est la pharmacie du monde ici. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Et voilà, on revient au ciel ouvert. Ah, sortie sur la nouvelle voie ferrée. Voilà, oui, le nouveau pont. Et retour à la réalité de Madagascar. Cette voie ferrée marque une frontière nette. D'un côté, les milliers d'arbres plantés par Olivier. De l'autre, des collines chauves, déboisées par l'homme. On a 10 000 plantes que tu ne trouves que à Madagascar, que sur l'île de Madagascar. Il y a 13 000 arbres, tu vois, plantes à Madagascar, et 10 000 que tu ne trouves qu'ici. Donc ce qui se passe, c'est du patrimoine mondial qui part en fumée. Tu vois. Il faut agir vite, vite, vite. Bah, c'est une responsabilité globale en fait. Oui, tous. La forêt d'Olivier est cernée par les braconniers du bois. Pour les dissuader, il faut patrouiller sans cesse. Mais ça ne suffit pas toujours. L'un des gardes forestiers vient de repérer une nouvelle zone de coupe. Si on regarde plus loin là-bas, en haut, on voit des frichements. C'était une forêt primaire et on voit déjà que c'est devenu plus clair. Aujourd'hui, la gendarmerie est venue en renfort. Le bois précieux rapporte gros. Les trafiquants sont souvent armés. Dans l'aire protégée, donc, la loi dit qu'ils risquent 5 ans d'emprisonnement ferme si on les attrape. Ceux-là ne vont pas être faciles à attraper. Ce sont des gens du coin, poussés par la misère. Ils le font pour vivre, mais la déforestation, c'est le plus gros problème de Madagascar actuellement. Parce que Madagascar perd en moyenne dans les 100 000 à 200 000 hectares de forêt par an. Ça fait vraiment mal au cœur parce que il y a beaucoup de richesses dans la forêt et tout part en fumée. À ce rythme, dans 40 ou 50 ans, il n'y aura plus de forêt naturelle ici à Madagascar. Donc on aura perdu toute la biodiversité de Madagascar. Soudain, un bruit suspect. On a donc entendu des coups de hache juste dans cette direction-là. On dirait que ça s'est arrêté, non? L'homme nous a repérés. C'est un bûcheron aux pieds nus qui s'enfuit avec agilité. Il a laissé son chantier en plan. Des fumées, un monticule. C'est un four à charbon. Les arbres et les branches coupées sont brûlés sur place à l'étouffer. Après plusieurs jours, on obtient du charbon de bois. C'est vraiment une catastrophe. Voir des arbres âgés de plus de 50 ans partir en fumée comme ça pour en faire des charbons qui ne vont coûter que 10 000 arrières ou plus le sac. Ça fait dans les 1,20 € le sac. Un demi-hectare de forêt vient de partir en fumée pour quelques euros. Un vrai gâchis. Ces arbres auraient pu rapporter plus s'ils étaient restés debout. Gagner sa vie avec la forêt, c'est le slogan d'Olivier. Chez lui, il y a toujours quelque chose à récolter. Aujourd'hui, on coupe de la maniguette, le poivre du paradis. Une plante réputée pour ses vertus apaisantes.
Olivier a monté une distillerie artisanale. C'est de loin le plus gros employeur de la région, avec une technologie vieille comme les bouilleurs de cru, un alambic. Une cuve, de la vapeur d'eau, c'est que 4 minutes. Hein. Et au bout du robinet, de l'huile essentielle. Là, tu as vraiment l'essence de la forêt, tu vois, au propre et au figuré, tu vois, c'est toute la nature qui nous donne ça. Donc tu dois avoir quoi, une quarantaine de molécules là-dedans? Oui, une quarantaine de molécules. C'est très compliqué, tu vois, comme structure. Et c'est pour ça que tu as cette complexité de l'odeur aussi. J'adore ça. C'est comme de l'or qui sort d'une plante. Exactement, c'est l'or vert. C'est de l'alchimie quand même. Hein. Cette distillerie du bout du monde transforme la forêt en élixir. À Paris, les grandes maisons de parfums ne s'y sont pas trompées. Elles s'arrachent les fioles d'olivier. Là, tu as du calophyllum dedans. C'est une huile végétale, si tu veux, qui est très très bonne pour les problèmes de peau. Super efficace. Ah, ça sent très bon aussi. Je mets une petite pique là. Voilà. Et là, je peux te dire, mon épouse, qui est une rouquine à la peau toute tendre, oui. Tiens, ça marche de folie. Celle-là, ça... Ah ouais. C'est incroyable de voir le processus. Juste de voir la plante qui pousse, ouais. Et puis tout d'un coup, on a une huile. Ouais, pas tout d'un coup. Oui, il y a un peu de boulot. Hein. Il y a un peu de boulot quand même. Du boulot, il y en a même beaucoup. 250 personnes travaillent pour la distillerie. Si tu comptes qu'il y a à peu près 5 personnes par famille en moyenne, ça fait plus d'1 millier de personnes, tu vois, qui bénéficient de ça. C'est important ici. C'est énorme quand même. C'est énorme. La forêt nourrit tout un village. À Ambavaniasi, la distillerie finance aussi l'école. Il n'y en avait pas autrefois. Donc ces enfants-là, ils vont... Il y a une école qu'on a construite. L'argent des plantes a même fait pousser un dispensaire. Bonjour. Ah, regarde. Ah, les chounes. 2 petits derniers jumeaux. Garçon-fille, fille-garçon? 2 petites filles. Comment ils s'appellent? Mariam. Mariam et? Myriam. Myriam. Myriam et Mariam. Oui. Tout s'est bien passé? C'était difficile l'accouchement? Oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le centre de santé quand même. Si on doit faire à la maison quand c'est difficile, c'est pas terrible, non? Ouais. La maman n'a pas assez de lait pour ses 2 jumelles. Radi, le papa, si tu veux, il est distillateur, tu vois. Donc lui, déjà, il va gagner sa vie, il va pouvoir payer du lait en faisant la distillation. Hein, c'est grâce aux plantes qui sont collectées durablement, tu vois. Grâce à la clinique. Malgré le dispensaire, la mortalité infantile reste élevée. Corée, mesdames. Bonjour, mesdames. Les enfants meurent encore de rougeole ou de paludisme. Ça y est, c'est fini. Elle a 38,5. C'est beaucoup. Ça ressemble à une crise de paludisme. Comment être sûr du diagnostic? Ce petit garçon a-t-il une crise de paludisme? Le test coûte combien? 15 000 arrière. Pour combien de tests? 25, une boîte de 25. Donc en gros, 4 € pour 25 tests. C'est rien. Oui. Ah, ici, c'est beaucoup. Mais ici, c'est beaucoup. On a vraiment des décalages. Hein. 4 € à Paris, c'est, ouais, on va dire 2 cafés. Ouais. Et pour 2 cafés, 25 tests de palu. Ouais. Et ça va sauver des vies. Ouais. Pour tenir 1 an et payer tous les médicaments, le dispensaire a besoin de 25 000 €. J'ai une idée derrière la tête. La forêt de Madagascar nous soigne, mais ses habitants manquent de médicaments.
la Terre ne tourne pas rond. J'ai envoyé une photo du centre à l'un de mes contacts. C'est un millionnaire philanthrope. Il est venu à l'une de mes conférences. Depuis, il me propose son aide. Olivier, j'ai trouvé les 25 000 €. J'ai un mec. Sans déconner. Sans déconner. Il vient de m'envoyer un message. Ça soulage un peu, hein. Ah ben il faut. Tu respires pendant 1 an là. Super. Bah, ça me motive d'être sur place. C'est pareil. Donc tu viens plus souvent. Céline a trouvé des sous pour qu'on ait tous les médicaments qu'on va acheter tout de suite à Mouramangue quand on peut. Comme ça, vous aurez tous les médicaments. Ah, c'est pas moi, c'est un ami à moi. Je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai expliqué ce qui se passe ici et il m'a dit je donne l'argent. Merci. Merci. Bah, avec plaisir. Olivier m'a redonné de l'espoir. Ces idées sont comme des graines. Si nous les répandons, des forêts sortiront de terre. Du vert, je passe au bleu. Ma prochaine étape m'amène au bord de la mer. C'est Cyril, l'amoureux des baobabs, qui m'attend. Maresaka. Timis Maresaka. Ça veut dire quoi? Comment ça va? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Non, pas de nouvelles. Ah, pas de nouvelles? Bah, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Ah. C'est plutôt l'apanage des gens heureux de dire ça. Tout va bien pour Cyril. Il a fait une découverte réjouissante. Une forêt vierge peuplée de baobabs. Elle n'est pas loin d'ici, sur la côte, en plein territoire Vèze. Les Vèzes sont les nomades de la mer. C'est une tribu de pêcheurs qui vit au gré du vent. Ici, les enfants ont des papillons comme animaux de compagnie. Et les adultes fendent les flots sur de drôles d'embarcations. Mam est un navigateur chevronné. C'est lui qui va nous prendre à bord. Salama, Mam. Salama. Salama. La pirogue est prête? Oui, c'est prêt. On y va. On va à la dune de Mité. Ça prend combien de temps à peu près? 3 heures de temps. 3 heures. D'accord. Allez, Mam. Allez, phare. Alors on va aller sur la dune de Mité, qui est une dune qui culmine à 40 mètres. Et derrière cette dune, une forêt de baobab littoral nous attend. Elle est magnifique, c'est une des plus belles de Madagascar. Qu'est-ce qui fait qu'elle est la plus belle? Elle n'a quasiment jamais été touchée par l'homme. Et pourquoi elle n'a pas été touchée? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été déboisé? Probablement parce qu'en fait, il y a très peu d'eau douce dans la région et peu de villages. Les gens restent éloignés de cette forêt parce qu'on ne peut pas y vivre. Et le meilleur moyen d'y accéder, bien sûr? Ben, la pirogue. Notre bateau a un charme fou. C'est une pirogue à balancier, fine et stable, avec une voile carrée en sac de riz. Ça te change des bateaux à moteur, hein? Ici, on n'a que des voiles, comme celle-là. Ah, quand vous venez ici, ça vous excite. Je vous entends dire, oh, une pirogue à voile. Alors que nous, on en a ras-le-bol. C'est ce que Dieu nous a donné. Allez, le vent, un peu plus fort. Fais-les vibrer, ces voiles. Là, ça va pas suffire. Allez, Pépère, souffle, souffle, avant que le soleil ne se couche.
Si la nuit tombe sur la forêt, on ne trouvera pas le campement. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Je demande au bon vent de nous amener. Ah, il est bon. Hein. Ah là, c'est pas mal. Donc c'est là où on va dormir ce soir, c'est ça hein? Oui, il est un peu tard pour aller découvrir la forêt, mais dès demain, on y va. Super. Une nuit de bivouac à côté de la plage. Pas mal. Ah bah, c'est notre quotidien quand on explore cette zone. Et j'avoue que c'est pas désagréable. Pas du tout. D'autres Vèzes passent la nuit ici. Salama, Dadabe. Ils sont en pleine campagne de pêche. Au menu, du poisson, bien sûr. La nourriture est bonne. Oui, c'est ça la cuisine malgache. Comment tu trouves? Super, vraiment. Tu seras en pleine forme après. Ça donne des forces? Oui, toi qui es mince, il faudrait que tu manges comme ça plus souvent pour avoir des formes. J'y penserai. Matsiro. Bien installé? Ah ouais. Bon, on est pas mal là. On va bien dormir avec le bruit de la mer. Ah c'est top. Ah bah c'est parfait. La nuit sera courte. Comme dans un rêve, je me retrouve à escalader la dune. Cyril ne voulait pas rater les premiers rayons du soleil. Waouh, c'est beau. Je m'attendais pas du tout à ça hein, en arrivant là. C'est magnifique, hein, ça valait la peine de venir jusqu'ici. Ah, hein. Oui. De voir cette étendue de forêt d'un côté, la mer de l'autre. C'est assez incroyable, c'est unique hein, comme site. C'est complètement unique et puis pour nous, scientifiques, c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, on a un modèle parfait de forêt de baobab préservée. Quand on s'est rencontrés sur l'allée des baobabs, c'était la carte postale. Mais finalement, ça devrait être ici, puisque les baobabs vivent dans leur environnement, dans leur milieu naturel. Ici, le roi de la forêt est bien entouré. Il dialogue avec toutes les autres espèces, végétales et animales. Cette baobab-raie, Cyril l'a découverte devant son ordinateur en épluchant des photos satellites de Madagascar. Je peux te dire que c'est vraiment unique. On a de la chance d'être là. Depuis, il la protège. Il a obtenu qu'elle soit classée parc naturel. Un sentier a été tracé pour les visiteurs. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Bah déjà, c'est la première fois que je reviens. Donc, et évidemment, ça fait plaisir parce qu'on peut se promener librement et observer les baobabs dans leur maison, leur habitat. Autour du baobab, on a beaucoup de plantes, hein, c'est très riche. Est-ce que ça pourrait avoir avec le fait que le baobab est plein d'eau? Je ne pense pas, non. Moi, je penserais que s'il est plein d'eau, il crée de l'humidité, un espace peut-être même, je sais pas, plus frais autour. Qui sait? Ben, y a des théories que les arbres se parlent entre eux. Tout à fait. Se communiquent entre eux. Donc moi, je pense que ce serait possible que les baobabs communiquent avec les arbres autour et qu'ils se mettent d'accord sur certaines choses. Mais je pense que c'est le cas, au niveau des racines en particulier. Ouais. La forêt s'est vue attribuer des gardiens. Sur notre piste andrénale. C'est un bébé baobab? Oui, oui, bien sûr. Petit minou. Petit bébé baobab. Ça, c'est presque 10 à 15 ans. Ah, et 10 à 15 ans, c'est un bébé? Oui. Eh ben, dis donc. Et pourquoi les baobabs vous intéressent? Parce que à notre culture malgache, le baobab est le
maire de la forêt. Et vous aimez votre travail? Ah, bien sûr. Pourquoi vous aimez? Parce que j'aimerais la nature de notre monde pour qu'il bien décoré en vert. Voilà. Ah ben c'est très bien. Oui. Ben continuez. Oui. Et il faut bien garder ce bébé baobab en vie. Oui. Garder la nature décorée en vert. Un beau programme. Poétique et politique à la fois. Madagascar est pauvre, mais on ne la sauvera pas sans les Malgaches. Il suffit parfois de peu de temps pour que les choses changent. Les mamies solaires terminent leur formation. En 5 mois, elles ont appris à déchiffrer l'alphabet. À manipuler des circuits intégrés. À souder. Aujourd'hui, elles maîtrisent l'énergie solaire. Le meilleur secret pour épargner la forêt. C'est à Antananarive que je vais retrouver les mamies solaires. Antananarive, la capitale du pays. Je les reconnais à peine. En 5 mois, elles se sont mises à la mode de la grande ville. Oh, regardez-vous! Oh là là! Ça y est, de retour à la maison. Et les habits? Très élégantes. Ça fait plaisir. Les 4 mamies solaires ont obtenu leur diplôme. Elles rentrent au village. Le voyage sera plus rapide qu'à l'aller. Ce relais de destination de Tuliar, que nous atteindrons 1h05 après le décollage. Au nom du commandant de bord. Un souvenir de plus. Ces femmes n'avaient jamais pris l'avion. Ça fait peur. Il n'y a rien à craindre. Ah oui? Ça ne sert à rien de serrer si fort. Elle a dit qu'il n'y a rien à craindre. On vole! Oui, on vole. On a quitté la terre ferme. La déforestation se voit par le hublot. Il y a plus de rouge que de vert. Il est temps que les mamies solaires reviennent. Plus que 5 heures de route avant le village. Des heures qu'ils attendaient ça. Bao cherche du regard sa petite dernière. La voici. Il va falloir un peu de temps pour s'habituer à la nouvelle Bao. Elle est belle. Elle a beaucoup changé. J'ai failli ne pas la reconnaître, ma propre femme. Quand je l'ai vue de dos, je ne l'ai pas reconnue. Il a fallu que je la voie de face. Les premiers panneaux solaires viennent d'être livrés.
Qui va être électrifié en premier? Réponse, la nouvelle maison communale. La lumière sera d'abord partagée. Ce n'est pas bien aligné. Il faut l'aligner avec le trou. Première étape, fixer les panneaux. Tiens, prends-le. Et celui-là, on le met là-bas. Je pose ici? Madagascar a 2 fois plus d'ensoleillement que la moyenne européenne. Pour une fois, ce sont les femmes qui serrent les boulons. Flottement chez les hommes. Nous, les aînés, ici, nous avons du mal à en croire nos yeux. Elles ne sont plus nos enfants. Elles sont de votre monde. Alors que ça ne fait que 6 mois qu'ils nous les ont prises, je n'imagine même pas si ça avait été plus longtemps. Auprès des leurs, les mamies solaires ont gagné en puissance. Une puissance électrique. Je suis contente parce que je sais faire quelque chose que les hommes ne savent pas faire. Et je pourrai bientôt leur apprendre aussi. J'en ai très envie. Et maintenant, nous, les femmes, nous avons appris que nous avions des droits, comme les hommes. Avant, on nous disait que les femmes ne savaient rien faire. Eh bien, maintenant, nous prouvons le contraire. Les panneaux sont reliés à des batteries. Ce sont elles qui stockent l'énergie pour la nuit ou pour les jours de pluie. Ça a explosé. Ça s'attire avec le moins. Reste le tableau électrique. Il est pour l'instant un peu capricieux. Peut-être que ce n'est pas bien branché. Mais si, on l'a bien branché. Ça va marcher. Ça marche. Ça c'est bon? Oui, ça marche. Mais ça a mis du temps. Bravo. Bravo les filles. Je suis fière. Pendant l'installation, j'avais peur que ça ne marche pas. Ça aurait été la honte. Ça y est, vous avez tout installé? On aura le verdict ce soir. Il est 18 h. Bientôt, le soleil va disparaître. Et l'électricité prendra le relais, si tout va bien. Le village devrait sortir de l'obscurité. Et les femmes aussi. Quand la forêt sera protégée, nous les femmes nous le serons aussi, car nous n'aurons plus à partir chercher du bois. On se contentera de l'énergie solaire. Je t'oublierai jamais, Bao. Ne nous oublie pas dans notre trou paumé. On s'adore même si on ne se comprend pas. Le soleil s'est couché. On va mettre l'ampoule. Ça va exploser. Ça marche, super. Bravo. Ça y est, Sovotsi. Bravo les filles. Très bien. Bravo. Ah ben bravo les femmes. Les plus fortes du village. Regarde ça là.
Je pense que c'est important que tous ces enfants comprennent que c'est vous qui avez fait ça, les 4 femmes. En fait, en sauvant la forêt, il y a aussi le progrès. Et c'est ainsi que Bao, mamie solaire d'un village reculé, fit jaillir la lumière, maison après maison. Les humains pouvaient compter sur elle, les arbres aussi. Elle était devenue un bon génie de la forêt.